Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Seb. Bonjour Fanny. Comment vas-tu? Comment te sens-tu là tout de suite maintenant? Je vais très bien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Il y a plein de raisons, mais en fait, c'est marrant quand tu m'as dit... Quand j'ai commencé à dire très bien, je me suis dit, oups, là je rentre dans un truc, parce qu'il va falloir que j'explique pourquoi je suis aussi bien. Alors, déjà parce que tu m'as fait la chance de me masser et c'était extrêmement agréable, ce face reveal qui était assez magique et avec une énergie extrêmement positive. Et en plus, parce que ça fait écho à un sentiment d'être que j'ai de ces derniers temps, qui est assez beau, parce que alors on rentre directement dans l'explication, je vais loin, mais parce que j'apprends à être pleinement moi, et c'est quelque chose qui est assez fabuleux, et du coup je ne peux qu'aller bien. Et c'est marrant parce que je commence déjà les apartés, hein, excuse-moi, mais j'avais une copine ce matin qui me demandait voilà comment je me sentais, et je lui disais je suis comme dans un nuage, comme je suis comme sur un nuage. Alors c'est un nuage qui est en pleine tempête certes, n'empêche je suis quand même sur un nuage, et le contraste est assez marrant, et en fait j'ai un ancrage en ce moment qui est d'une solidité, d'une beauté assez ouf malgré toutes les emmerdes qui peuvent y avoir de surface, donc ouais, je me sens très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler quel âge t'as? Juste parce que je trouve ça vraiment intéressant de se rendre compte que c'est aujourd'hui, donc dans ta période de vie actuelle, que tu as vraiment la sensation d'être toi. Et on n'a pas 10 ans. Elle est très dure cette question, c'est une question à laquelle d'habitude je ne réponds jamais. Parce que je vais pas dire que j'ai un problème avec mon âge, mais j'ai un truc étrange, c'est que je ne me sens pas mon âge et que mon âge ne me définit pas. Donc j'ai 44 ans, je m'en sens beaucoup plus proche de 34 bizarrement que de 44, même si par certains côtés j'ai l'impression d'avoir 64, mais ouais, donc ouais, en théorie j'ai 44 ans, donc j'ai attendu 44 ans de vie pour être pleinement moi. Alors on va enchaîner sur l'âge obligé parce que ça fait tellement écho. Moi j'ai eu 39 ans il y a une semaine, donc je sais pas quand le podcast sortira, mais en tout cas là au moment où on enregistre, c'était il y a une semaine. Et depuis que j'ai 30 ans, je dis toujours que j'ai 30 ans. Alors quand j'ai 32, c'est rigolo parce que c'est quasiment pareil. Quand t'as 37, 38 et que ça fait des années que tu dis que t'as 30 ans, ça commence à faire sourire les gens, mais pas parce qu'on le fait pas, juste parce que moi, c'est ce que j'ai décrété. Et pour la première fois de tous mes anniversaires, j'étais trop contente d'avoir 39 ans. De le dire, parce que je suis trop contente de qui je suis aujourd'hui à 39 ans. Et pas à 30 ans. Mes cellules croient qu'elles ont 30 ans. D'où le fait qu'on me donne pas mon âge, ça c'est cool. Mais en fait, je trouve ça tellement important, peut-être encore plus en tant que femme, de dire quel âge on a et de faire rayonner cet âge-là, tu vois, et pas juste se dire je vais avoir 40 ans bientôt, j'ai pas d'enfant, qui je suis aux yeux de la société. Je sais pas toi comment ça vient se déposer en toi. Ouais, c'est marrant. J'ai pas exactement le même rapport parce que alors déjà il y a une partie de moi qui s'en fout royal, mais à un point incroyable de mon âge. Et pendant très longtemps, là un peu moins bizarrement, mais pendant très longtemps, quand les gens me demandaient mon âge, il fallait que je calcule. Je me disais, tu vois, toute la période entre 38 ou entre 37 et 42, j'étais là, attends, ouais, j'avoue, j'en sais trop rien. Et même, ah oui, non, si, ça y est, je viens de passer les 40. Tu vois, je buguais vraiment. Très clairement, mes cellules, elles pensent qu'elles ont effectivement 34, je pense, et pas du tout 44. D'où le fait que, comme toi, j'ai la chance qu'on me prenne pour beaucoup plus jeune que je ne le suis. Mais en fait, moi, j'ai pas encore ce truc de je suis fier d'avoir 44 ans. Bon, déjà, je suis pas fier du tout. Je suis fier de qui je suis, ça on y reviendra. Mais
mais par contre, j'ai ce truc de j'aime pas qu'on me mette dans une case, et mine de rien, dans la société met beaucoup dans une case et tout. Et quand tu commences à dire que bah voilà, t'as 44 ans ou autre, on te met vachement dans une case bizarrement. Et comme moi, je vois mon entourage est beaucoup plus fait de trentenaires que de quarantenaires, je me sens comme eux en fait. Et donc du coup, par définition, si on me demandait, bah, je dis ouais, je suis trentenaire parce que je suis comme eux. Et donc je me sens plus connecté à cet âge-là qu'à mon âge de 44 ans. C'est vraiment trop intéressant. Il y a un truc qui m'est venu et qui vient de s'échapper, mais je sais que ça va revenir. C'est marrant quand ça me fait ça. Oui, si, c'est sur la société qui définit ce que c'est un âge. Ah voilà, je sais exactement ce que je voulais partager. Il y a quelques semaines, j'avais fait, puis on avait un peu échangé là-dessus, j'avais fait un blind date. Et c'était tellement perturbant pour moi de rencontrer des personnes qui me voyaient pas. Et une de leurs 2-3 premières questions, c'était quel âge j'avais. Et là, par contre, c'était difficile pour moi. Parce que je me suis rendu compte que de dire mon âge et qu'on me voit, ça me fait sourire parce que je sais qu'on me le donne pas, mais que je dise mon âge et que j'entende quelques secondes, c'est peut-être même une demi-seconde de blanc, tu vois, une femme de 39 ans, c'est quoi dans l'inconscient collectif? Tu vois, c'est vraiment moi ça qui me dérange en fait sur ça. Alors je suis complètement d'accord et je l'ai vécu aussi et tout. Et c'est un des sujets et pour moi, tu vois, autant on peut te poser plein de questions qui vont te définir, tu vois, qui vont essayer de même comprendre qui tu es et limite même le quel est ton prénom va plus exprimer qui tu es parce que c'est comme ça que qu'on te désigne et donc du coup toi tu t'identifies quand même à ce prénom et tout alors que ton âge en fait à aucun moment et c'est pas parce que t'as 39, 40, 44 que ça dit quoi que ce soit de toi. Alors il y a malheureusement cette inégalité homme-femme qui pose problème pour certaines personnes et il y a des gens qui du coup jugent sur l'âge là-dessus mais tu te dis, l'âge, en fait, c'est une très très mauvaise question. Et même dans un blind date, en fait, c'est une très mauvaise question parce que ça ne t'apprend rien de la personne. C'est exactement ça. Moi, ma question préférée, et je vais te la poser du coup directement, c'est qui es-tu ? C'est une vraie bonne question et c'est super compliqué d'y répondre. Alors pareil, je sais y répondre par plein de négations. Je suis pas mon taf, je suis pas, tu vois, je suis pas juste un homme parisien. Voilà, tu vois, tous ces trucs-là. Ça, je sais que je le suis pas. Donc, qui je suis? Ça ne peut être que aujourd'hui. Écoute, je vais tenter une réponse en live que j'ai jamais faite, mais qui est liée à tout le chemin que j'ai fait. Et j'en parlais encore une fois à une amie il y a pas très longtemps, en disant que pour une des premières fois de ma vie, j'étais extrêmement fier de qui j'étais. Ce qui est pas mal. Donc ça prouve que je suis censé savoir qui je suis. Et ce que je sais que je suis quelqu'un qui aime profondément les gens. Qui aime profondément tout ce qu'il voit autour de lui, la beauté des choses, de la nature d'une ville. Là, on est à Paris. La beauté de Paris quand je traverse la Seine le matin ou le soir, c'est juste magique. Donc je suis un amoureux. Tu vois, je vais dire ça comme ça. Je suis un esthète. Je suis quand même quelqu'un de très intense, qui a un espace-temps un peu particulier parce que j'ai toujours l'impression d'être lent alors que je crois que je suis très rapide. Donc je vis des choses de façon très intense en permanence. Et j'aime aller à la rencontre de l'autre, de l'expérience, de la situation, même si je reste quand même très contemplatif également en même temps. Mais le partage et la connexion humaine est le truc qui m'anime le plus. Voilà pour répondre à qui je suis. C'est hyper beau, puis du peu que moi je ressens et je connais de toi, c'est complètement aligné et c'est ressenti aussi, parce que avec la question de qui je suis, on peut pas aller dans le mental. Enfin, on peut essayer, mais ça répond pas. En général, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais, et là on est dans le mental. Mais dans le qui je suis, c'est comme si l'âme elle sentait quand c'est pas juste. Donc derrière le je suis, il y a quelque chose quand même de sacré qui vient se mettre en place, tu vois. Et il y a alors c'est une fourchette parce que c'est pas vraiment un âge qui est venu. T'étais qui entre tes 12 et 14 ans? Parce que c'est vraiment, je suis pas sûre que ce soit 13, mais du coup, j'ai 12-14. Du coup, t'étais qui comme adolescent? Je n'étais pas. Je n'étais pas au sens que si je disais un mot violent, tu vois, j'étais complètement transparent, je ne savais pas qui j'étais. Je ne cherchais pas beaucoup à le savoir parce que je n'étais que le résultat de ce qu'on m'avait dit que j'étais.
Je n'étais que le résultat d'un conditionnement sociétal, familial, etc., etc. Assez peu heurté de façon violente. Donc, tu vois, on a tous des traumas, bien sûr, mais moi, c'était que des petits traumas. Enfin, petits. En tout cas, aux yeux de la société. Et donc, du coup, à ce moment-là, je ne savais absolument pas qui j'étais. Et donc, j'étais trop lisse, trop absent de moi-même et trop transparent. Donc, pour ça, j'aime bien. Ouais, je pense que la vraie expression, c'est qu'à cet âge-là, je n'étais pas. Ouais, la puissance, de toute façon, quand t'as dit je n'étais pas, c'était... Ouais, ok. Ouais, mais je me sens vraiment comme ça. Ouais. Ouais, et à la fois, je ressens que c'est pas lourd, tu vois. C'est un constat. C'est quand tu regardes. Oui, parce que c'est plus une absence. C'est plus une absence. Bon, si on fait un espèce de flashback, mais j'ai un peu souffert de cette absence, mais du coup, j'ai essayé de la compenser. Mais avec une chance inouïe, c'est que quand tu pars d'une page vide, tu peux faire tout ce que tu veux dessus. Donc oui, j'étais un peu traumatisé et honteux d'avoir une page vide en moi. Mais du coup, à l'âge de 17, 18, 19, 20, 21, j'ai eu une espèce de boulimie de vie. Où du coup là j'ai essayé de me construire. Alors je me suis sûrement mal construit dans plein des aspects parce que je me gourais, parce que du coup j'absorbais, j'ai ce truc très mimétisme et tout, donc j'absorbais de tout mon entourage. Du coup j'ai aussi essayé d'avoir un entourage le plus vaste possible pour absorber. Donc je me suis construit sur des bases peut-être pas très très solides à ce moment-là, mais au moins j'avais ce truc de la page blanche qui me laissait une grande liberté. L'image que j'ai vu en fait une personne. Bon, c'était toi certainement, enfin je sais pas, un bonhomme en tout cas, une personne. Et je voyais donc cette notion de transparence, mais surtout après dans les instants d'après, je voyais comme un petit kaléidoscope ou plutôt comme un patchwork avec plein de petites cases. Et comment est-ce que ça a été émotionnellement de passer de presque, on dit en anglais numbness, mais j'arrive jamais trop à trouver la signification française, mais en gros quand on ressent rien. Mais j'aime bien le mot numb, feeling numb. Numbness, comment tu passes de numbness à d'un coup, toute cette énergie qui va dans tous les sens, qui rentre par la tête, qui rentre par le corps, qui rentre par le sexe, qui rentre par les mains, t'en fais quoi de tout ça à ce moment-là, quoi? Alors j'en faisais pas grand chose, non, à ce moment-là, parce que comme à ce moment-là j'étais plutôt dans cette espèce de boulimie, tu vois, du coup, ouais, il y avait plein de trucs qui arrivaient, mais sans que je sois particulièrement conscient, ou en tout cas j'étais conscient de prendre et d'apprendre, etc., mais j'étais pas vraiment conscient de ce que je recevais. Et du coup, j'étais encore beaucoup coupé de mes propres émotions, et donc je prenais pour, j'allais dire, je construisais un kaléidoscope mais en surface, tu vois, et l'intérieur du coup était encore très anesthésié, et j'ai mis beaucoup plus de temps à me réapproprier l'intérieur, et c'est un chemin que je fais encore aujourd'hui, pour justement laisser passer les émotions et tout. D'autant que moi j'ai ce truc de j'ai souvent eu des émotions qui sont pas acceptées par la société, parce que moi le plus gros défaut qu'on m'a toujours dit quand j'étais jeune, et encore ça m'arrive aujourd'hui, même si aujourd'hui je le prends plus du tout comme un défaut, donc ça me gêne pas. Mais le nombre de fois où on m'a dit que j'étais trop gentil, que j'étais trop sensible, que etc., que je donnais trop aux gens et tout, et que du coup limite le truc trop con, tu vois. Mais on me l'a sorti mais tellement de fois, et pour moi c'était, je le voyais du coup comme une faiblesse. Je me disais merde, je suis trop gentil, il faudrait que je sois plus dur, mais je sais pas être dur, j'ai pas envie d'être dur. Et donc du coup ça a été un gros challenge de me réapproprier mes propres émotions intérieures, et de les accepter. Et tu dirais que c'est quoi qui t'a le plus aidé et qui t'aide peut-être même encore aujourd'hui, mais justement à venir incarner, parce que c'est ça en fait, c'est numbness, c'est quand tu ressens rien dans le corps, et comme tu parlais de surface, en fait qu'est-ce qui est venu faire la connexion entre la surface, l'extérieur et l'intérieur à travers le corps et les ressentis et les émotions ressenties, sachant que je vais me permettre de faire le parallèle avec ce que tu m'as partagé sur le face reveal, où t'as une capacité de dissociation, t'as une ça se voit dans ton partage que tu l'as expérimenté, que tu sais ce que c'est d'être dissocié. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis progressivement de te réassocier, donc de te réunir pour aujourd'hui, à l'heure où on se parle, te sentir fier d'être toi? Je vais te dire qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y avait une envie.
une envie profonde, tu vois, de cette espèce de ras-le-bol de pas ressentir assez. Je ressentais plein de trucs, mais tu vois, typiquement quand des gens me disaient suis ton instinct, ça c'est très dur pour moi parce qu'en plus j'ai un mental qui est malheureusement non, mais qui est très très développé. Voilà, moi j'ai eu un cursus très particulier là-dessus, donc du coup voilà, la force du mental et la confiance que je donnais dans mon mental était tellement forte que du coup écouter mes tripes, mon instinct, mon cœur et tout était un peu plus dur, et à part quand c'était flagrant où là j'y arrivais, mais le reste du temps, tu vois, j'avais un peu moins de finesse là-dedans et j'en avais marre. Donc vraiment cette envie, elle était très présente. Donc ça c'était le premier truc. Après je pense que c'est ce que je disais, on parlait de la foi tout à l'heure, l'univers t'amène quand même les choses qu'il faut, et donc moi il m'a mis suffisamment de coups dans la gueule à certains moments de ma vie, notamment récemment, pour m'obliger, tu vois, à m'écouter et à regarder ce que j'avais en moi, d'abord de façon soft, et je croyais avoir pris la leçon, et puis bah du coup là il me l'a remis un petit peu plus fort dans la gueule, un peu plus rapide. Je me suis dit non, bon ça y est, c'est bon, j'ai compris, puis là il me l'a remis, tu vois. Et donc au bout d'un moment t'es bien obligé de quand t'es vraiment au fond du trou, je veux dire, tu vois, c'est un peu ça, à un moment donné tu te dis ok, et quand tu ressens du coup là des choses qui sont tellement douloureuses que tu te poses plein de questions. Après, il y a eu des rencontres avec des personnes assez extraordinaires qui savent lire les énergies, qui savent lire les émotions, qui m'ont aidé aussi du coup à faire confiance dans ce que je ressentais, et à faire confiance dans ma propre lecture et à commencer un début de confiance dans mon être, de me dire par exemple bah ouais mais trop gentil, non justement c'est pas un défaut, tu peux pas être trop gentil à la base parce que gentil c'est une pure qualité, c'est un truc de ouf, donc on peut pas avoir trop de qualité, donc si c'est trop gentil c'est que les gens voulaient dire autre chose mais ça n'a rien à voir, mais bref, donc tous ces sujets là tu vois qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont amené jusqu'à des expériences, on va dire, un peu plus fortes. Alors, ça fait très longtemps que je médite, j'ai eu déjà pas mal d'expériences spirituelles, j'ai fait des retraites avec des grands maîtres à droite, à gauche, mais jusque là où j'ai été découvrir les psychédéliques dans des circonstances très particulières, parce que du coup pas du tout de façon récréative mais vraiment de façon thérapeutique, et qui m'ont aidé à confirmer tous ces instincts, tu vois, que j'avais, même si, comme je disais, j'avais du mal à les écouter, mais et en tout cas toutes ces envies, et ça m'a vraiment fait prendre conscience. Si je devais résumer la grande prise de conscience, c'est que avant, j'avais tendance à me réfugier un peu en me disant on a tous des traumas, on a la société nous impose des choses, etc., etc. Et donc je me disais il faut que je me débarrasse de ça. Sauf qu'en fait, oui, on a tout ça. Mais le seul qui est capable de s'en débarrasser, c'est nous, parce qu'on a un pur libre arbitre. Et la prise de conscience que le conditionnement sociétal, finalement, c'est parce que je l'accepte qui m'impacte, et que du coup, il suffit, entre guillemets, d'arrêter de l'accepter et pour ça d'en avoir conscience pour regagner une totale liberté. Et donc, c'est ce chemin-là que j'ai fait. Et du coup, ce chemin-là m'a montré que qui j'étais, c'était juste qui j'étais, avec mes défauts, avec mes qualités, et me donne une espèce de solidité parce que je sais qui je suis, tout simplement. Ouais. Et du coup, solidité, ça me fait penser à encre, tu vois, genre vraiment peut-être plus vers le bas, là où, et de toute façon, en te massant, je le ressentais, parce que t'es très très chaud sur le haut de la tête, beaucoup plus froid au niveau des joues. Donc en fait, il y a toute une énergie qui a plus de mal à descendre. Et donc toi, je pense que c'est ton challenge. Et comme c'est au niveau des joues que c'est froid, j'ai tendance à dire que c'est à travers le jeu, J-E-U, le fait de jouer, que ça vient s'intégrer en fait dans le corps. Peut-être aussi parce que tu t'es pas forcément autorisé à jouer ou t'as pas eu l'opportunité de suffisamment jouer dans ton enfance. Et j'entends en fait, ouais, vraiment, je pense que c'est pas pour rien que je parlais à ce petit Sébastien de adolescent, parce que j'ai l'impression que c'est lui la clé, quoi, tu vois. Genre c'est à lui qu'il faut parler pour aller s'ancrer. Et j'entends vraiment ça, tu vois, ce poids vers le bas pour pas que tu partes trop vers le haut. Et à la fois, ça veut aussi dire faire des deuils de qui l'on a été aux yeux de un tel, surtout quand on s'adapte facilement. Donc, ouais, déjà, quand je pose ces mots-là, qu'est-ce qui vient même en toi, même émotionnellement aussi? Alors, émotionnellement, beaucoup d'émotions, tu vois, mais de belles émotions, c'est une jolie tristesse. Tu vois, un truc comme ça. Et oui, t'as entièrement raison. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement cet ancrage qui pour moi est très nouveau. Tu vois, cette notion d'ancrage, et je la sens, mais même limite depuis quelques semaines. Tu vois, c'est vraiment très très récent. Et du coup, je me sens d'une solidité dingue grâce à cet ancrage. J'ai toujours été solide en termes d'énergie, de résilience, de compétences, de plein de trucs. Mais d'ancrage, c'est assez nouveau.
Et donc savoir que maintenant, quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête que je me prends dans la gueule, de toute façon, je vais rester sur mes pieds et ça va pas me faire perdre qui je suis. C'est un ancrage ça te donne une force et une foi assez dingue dans ce qui peut arriver. Et oui, quand je compare avec cet adolescent qui, comme tu dis, je sais pas il s'est pas autorisé à jouer. J'ai pas envie de mettre ça sur le compte de qui que ce soit. Donc, il s'est pas autorisé à jouer et il était dans un carcan et il se complaisait dans ce carcan parce que peut-être une fainéantise, une peur de sortir. Et puis c'est facile quand t'es dans un carcan tu vois, pour mettre les mots, moi j'étais le côté premier de classe. Ultra sage, donc j'avais ce côté le bon élève qui fait jamais de bêtises, etc., etc. Donc c'était très très facile de se complaire là-dedans, mais du coup effectivement avec une absence complète de jeu, d'expression de qui j'étais en fait aussi surtout. Et donc à la fois lui pardonner, à la fois en faire le deuil, et notamment faire le deuil de cette image de première classe. Ça c'est un vrai sujet et ça a été aussi un de mes grands enseignements ces derniers temps de ce rapport à l'échec, tu vois, de dire j'ai le droit d'échouer et c'est très très cool d'avoir le droit d'échouer. Donc ça c'est des gros changements. Donc oui, à la fois le deuil et se réconcilier avec ce petit enfant dans lequel je me reconnais aussi peu. Ouais, c'est hyper beau. J'ai des images qui viennent. C'est joli. Ce serait quoi ton plus grand échec et du coup, ça a été quoi ton plus grand apprentissage? Et si tu veux pas rentrer dans le détail de l'échec, il y a aucun souci, mais peut-être partager dans les grandes lignes et l'apprentissage, surtout ce que t'as appris, parce que la vie, on a beau essayer de tout contrôler, je pense qu'en fait c'est la chose que l'humain cherche le plus à faire, contrôler, pour en effet pas échouer, pas se casser la figure, pas se faire mal. Plus il fait ça, plus il se prend des murs ou des points ou ce que tu veux. Et du coup, c'est inévitable d'échouer. Et je pense que proportionnellement à la taille du mental, l'échec ou en tout cas la chute est importante parce qu'il y a que comme ça qu'on vient démanteler un peu ce qu'on nous a appris jusqu'à présent. Donc du coup, plus grand échec et plus grand apprentissage en parallèle. Je vais te décevoir, je suis pas sûr de pouvoir répondre à ça. Ouais, parce que en fait, j'ai énormément de mal à voir un échec quand je repasse dans le passé. Et c'est pas que j'ai pas eu, tu vois, j'ai pas tout réussi du tout, très très loin de là. Mais le qualificatif échec, il est tellement violent. Et en fait, je vois pas. J'ai eu plein de trucs durs, tu vois. J'ai eu que ce soit des drames sentimentaux, des échecs professionnels et tout. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu un échec? Tu vois, je suis pas sûr. Des coups durs, ça, ouais, c'est plus facile de les visualiser effectivement. Donc que ce soit dans le boulot, j'ai des coups durs, j'ai des frustrations. J'aimerais avoir créé quelque chose de plus gros que ce que j'ai créé. J'ai des frustrations de ne pas avoir réussi à m'exprimer suffisamment. J'ai eu des énormes coups durs parce que on a été victime d'injustice, parce que moi j'ai carrément été faire de la garde à vue parce que un abruti de concurrence s'était amusé à prétendre qu'on l'avait piraté. Alors juste parce qu'il en fait il arrivait pas lui à fonctionner et il s'est dit tiens j'ai bien sage et surtout quand c'est pour le boulot donc c'était assez amusant. Donc ça c'est des coups durs. J'ai eu des ruptures sentimentales assez violentes, mais parce que elles triggered exactement les trucs qui faisaient trigger. C'est-à-dire que pourquoi elle était violente au-delà de la rupture, c'était ce côté incompréhension, non-explication et du coup impossible de rationaliser. Ce qui pour moi, du coup comme je me reposais beaucoup là-dessus, c'était extrêmement compliqué pour moi de dire attends du jour au lendemain tout va très bien, tu fais des projets et le jour au lendemain ça s'arrête. Sans explication, avec plutôt une disparition. Tu te dis oula. Ouais, donc du coup ça c'est très compliqué pour moi. Et donc ça a été des coups durs, effectivement. Et en fait, c'est juste ce truc d'écouter le message. Et j'ai eu plusieurs moments dans ma vie où, alors c'est que des moments où j'avais déjà démarré ce chemin spirituel, justement, avec que ce soit des approches. Moi, j'ai une approche qui est très très pluridisciplinaire, on va dire ça comme ça, et pluriphilosophique. donc j'avais déjà lu plein de trucs sur le bouddhisme, l'hindouisme, le soufisme et autres. Et du coup, la méditation m'a quand même pas mal aidé à des moments extrêmement durs et où finalement, je vais essayer de faire plus court, mais quand je regarde avec toi dans le rétroviseur, en fait, il
il y avait toujours la même chose qui revenait, quelle que soit la méthode, que ce soit via la méditation, que ce soit via là le voyage que j'ai fait, via toutes ces choses-là. En fait, il y a un message clé qui est revenu et que j'ai toujours du mal à voir, hein, c'est le lâcher prise. Et c'est que à des moments où avec ma société, on est passé à vraiment mais à deux doigts de la cata, en fait en lâchant prise, ça a débloqué des trucs absolument extraordinaires, avec une espèce de confiance. Et je te donne juste cet exemple-là parce que pour moi, il est assez fort, même si j'en étais pas tiré à l'époque autant d'enseignements. Mais à un moment donné, donc ma boîte allait dans le tapis et potentiellement allait mourir dans quelques semaines. Vraiment, c'était pas mois, hein, c'était vraiment semaines. Et au lieu de me battre et tout, d'essayer juste de digérer le stress, j'ai laissé évacuer ce stress et tout. Et surtout, je me suis dit à un moment donné très précis, je me souviens toujours même du jour et de l'heure, tu vois, du moment et de la seconde même, qui est qu'à un moment donné dans ma tête, je me suis dit, mais si ça s'arrête, c'est juste que ça devait s'arrêter, que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, et qu'il faut que je passe à autre chose. Et ce moment, et je l'ai pas dit de façon théorique, tu vois, je l'ai dit de façon abandon. Tu vois, de dire, c'est, tu vois, un constat même, tu vois, de dire, en fait, c'est que c'est ça, quoi. Et à ce moment-là, mais j'ai été rempli de joie, de dingue. J'ai été voir mes équipes qui, eux, m'ont dit après coup, quelques années après, qu'en fait, ils m'ont jamais vu stressé et qu'eux, ils étaient complètement foi dans ma capacité à sauver la boîte. Et en l'occurrence, j'ai sauvé la boîte. Et ce truc, et en fait, à chaque moment, finalement, où j'ai vraiment, vraiment dû lutter ou aurait dû lutter, c'est ce lâcher prise et cette du coup foi dans ce qui se présente, et de toute façon ce qui doit se présenter est le meilleur truc pour toi. C'est ça qui m'a fait à chaque fois passer un step dans l'acceptation de la situation et donc dans l'acceptation de moi-même. Ouais, puissant. Puissant, surtout que moi je vois la forme de contrôle comme un point fermé, et je sais qu'on partage ça en commun, de se dire l'univers n'aime pas le vide, donc en fait si tu lâches ta main et que je sais pas, t'as du sable dedans, le sable va tomber, mais peut-être que tu vas avoir de l'air, une plume, la main de quelqu'un d'autre qui va arriver dans cette main que tu ouvres. Et cette métaphore, elle me parle parce que quand toutes les fois où j'ai pu contracter une situation, mais que mentalement je me disais ça va aller, c'est pour le meilleur, etc., ça ne se lâchait jamais. C'est-à-dire que je me le disais, c'était déjà une forme d'acceptation, mais mentale. Mentale, ça suffit pas puisque l'univers fonctionne en vibration, donc c'est uniquement ce que je vibre qui va m'être donné. À partir du moment où j'étais vraiment dans une acceptation incarnée, ou en l'occurrence vraiment ça y est, je me disais bon, c'est vraiment mieux, la vie ne peut pas t'emmener vers le pire parce que tu as compris en fait, et à minima tu te mets en action vers ton mieux. Donc la vie elle est pas méchante en fait, et les seules fois où tu gardes ce point fermé, tu te fais mal en fait. C'est comme si tu t'autorises pas, c'est comme si tu vois, ça se trouve si tu ouvres ta main, tu crois que t'as une poignée entière de sable, ça se trouve tout le sable est parti, il y a plus rien, mais toi t'es comme ça, tu t'accroches à quelque chose qui a plus rien, ça n'a pas de puissance. Donc pour une personne, pour une société, pour de l'argent qu'on perd, moi j'ai déjà perdu 30 000 euros, et c'est comme ça, si tu perds cet argent, tant pis, so what, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Essayer d'avoir foi, et moi je le relie entièrement comme toi à la foi, avoir foi que c'est pour me préparer au grand bonheur d'après, pour me préparer à la leçon d'après, tu vois. Tant que je suis pas prête, je vais rester sur une vie moyenne ou médiocre ou très basse, ou en tout cas pas à ma pleine vibration. Mais c'est la chose la plus dure chez l'humain. Bien sûr, ça fait appel à toutes nos peurs, et donc du coup c'est extrêmement dur de lâcher en se disant, j'allais redire même lâcher prise, mais effectivement d'ouvrir la main. J'adore ton image d'ouvrir la main, et peut-être qu'il y a une autre main qui va se poser dedans, et ce truc de dire j'ai confiance, je prends le risque de perdre peut-être ce sable là il va y avoir un coup de vent et ça va partir, mais j'ai tellement confiance dans l'univers, dans la vie, dans moi aussi. J'ai réussi à prendre cette poignée de sable au départ. Pourquoi j'arriverais pas à en reprendre une si vraiment c'est ça mon chemin et que j'en ai besoin? Je recommencerai. J'ai réussi à le faire une fois, pourquoi pas deux. Mais en attendant, si je m'agrippe à ce que j'ai, je suis sûr de rien avoir d'autre. Et de se dire que par peur, s'agripper à une situation qui en plus n'est pas une situation qui nous convient parfaitement, c'est une absurdité complète. Et ça me fait penser à un autre truc qui est que beaucoup de gens pensent qu'on n'est pas libre. Et la notion de liberté, elle est extrêmement étrange, parce qu'on a énormément de gens qui disent moi j'ai ce travail-là, mais je suis pas libre, il me plaît pas, je peux pas le changer, je suis pas libre. Et en fait, si,
on est tous, et on a la chance, en France surtout, d'être, parce qu'on a quand même beaucoup d'aide, on est entouré, on a beaucoup de choses, on est très libre. Alors je dis pas que cette liberté, elle se fait pas à un prix, et évidemment ça fait peur. Moi je suis passé par la case RSA et tout ça, c'est des moments qui sont durs, évidemment. Mais on a le choix et on peut le faire et on peut dépenser moins et on peut vivre autrement et on peut vivre ailleurs et on peut et en fait on se construit énormément de prison mentale. C'est comme les gens qui disent moi je trouverai jamais de travail si je quitte Paris. Tu vois, tout se passe à Paris. Tu dis bah non en fait. On se rend compte qu'il y a énormément de gens qui vivent en dehors de Paris et qui vivent très bien et qui ont des boulots normaux et donc du coup c'est beaucoup de prison. Et on se pense pas libre, et du coup, comme on se pense pas libre, on n'a pas la foi et on n'ose pas ouvrir. Et pour moi, le vrai travail quotidien, et que je vois même autour de mes proches, c'est d'avoir suffisamment foi en eux en tant que, non pas en tant que compétence, tu vois, mais en tant que personne, que âme, pour qu'en fait, ouais, aie confiance. T'es une tellement belle personne que ça va bien se passer et que l'univers, il le sait. Et donc, si tu lui demandes et tu lui ouvres la main, ça va très 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 bien se passer. Et si on associe le mot foi aux relations, parce que du coup dans les relations ça peut pas être le mental qui fonctionne, vu qu'on est que en vibration, et que je sais que c'est plus autant, t'as toujours globalement eu la foi, même si peut-être tu le conscientisais pas autant, mais tu l'as quand même eu autant. Tu dis que c'est que récemment que tu te sens vraiment être toi, et du coup elle se plaçait où la foi en toi? Donc, je vais l'associer à l'estime de toi et pas à la confiance en tes capacités, mais plutôt à l'estime et l'amour de toi. Elle se plaçait où, je sais pas, d'une échelle de 0 à 10 dans tes relations passées. Aujourd'hui, où est-ce que tu ressens que tu es? Et ouais, déjà, ça va me donner une base. Waouh, c'est deep comme question. Ouais, il y a plein de questions là-dedans. Alors, la réponse rapide, c'est que l'estime de soi, elle était au ras des pâquerettes. Elle était vraiment pas très haute, et surtout, elle était très artificielle parce que je ne la construisais. Enfin, j'ai deux réponses. Je construisais mon estime de soi que par ce que les autres me renvoyaient, donc les étiquettes qu'on me mettait, etc. Et du coup, je ne la mettais que sur des aspects très très restreints de ma personnalité. Grosso modo, mon physique et mon intelligence. Voilà, c'était les deux trucs sur lesquels, ça fait très prétentieux de dire ça, mais c'était ce que les gens me renvoyaient comme image. Et donc du coup, c'était les seules forces que je pensais avoir. Tu vois, on parlait de la gentillesse ou autre. Ça pour moi, c'était classé du côté défaut, tu vois. Et donc du coup, je mettais ça, et donc je construisais un peu là-dessus. Et du coup, mes relations étaient aussi beaucoup faites sur je vais dire un mot qui pourrait être perçu comme positif, alors qu'il y a dans ma bouche, il ne l'est pas, dans la complémentarité. C'était que j'avais tendance à aller chercher des relations qui allaient m'apporter, qui allaient combler quelque chose, ou qui allaient m'amener un apprentissage. Tu vois, des gens très extravertis alors que moi j'étais très introverti, des gens qui étaient peut-être un peu plus show-off parce que moi j'avais ce côté timide, des gens qui avaient une expression sociale extrêmement forte alors que moi justement, comme je me considérais un peu comme transparent, donc des gens visibles, tu vois, des choses comme ça. Donc je me suis construit un peu, mes relations m'aidaient à me construire en partie, et je pensais qu'il y avait une part d'équilibre à ça, puisque moi aussi j'aidais la personne à se construire, tu vois. Et j'ai beaucoup évolué sur ce sujet-là. Déjà parce que je suis convaincu qu'il faut d'abord, je vais pas dire être entier, c'est pas le mot, mais en tout cas savoir s'apprécier soi-même pour ce qu'on est avant de pouvoir apprécier quelqu'un d'autre pleinement, et sans ce qu'il t'apporte, et être capable de donner à l'autre sans que ça soit en prenant sur toi ou en attendant que l'autre te donne, ce qui est assez différent. Donc ça répond à la partie sur l'estime de soi qui était pas très bonne. Et effectivement, maintenant, j'ai un rapport à mes relations qui est très différent. Parce que, je vais pas dire que j'ai rien à prouver à moi-même, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus lié au fait que j'assume qui je suis, tu vois, et donc j'assume ma gentillesse, donc ça me permet d'être pleinement gentil avec mon entourage, amitié et relations, enfin tout type de relations. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Et du coup, je m'affranchis d'énormément de carcans. Et tu vois, typiquement, j'ai fait une story sur Instagram que tu as vu passer hier ou avant-hier. Et j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça hier. Et j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça parce que je disais à mes amis que je les aimais. Et que je les aimais, mais pas en mode oui, je vous aime bien. Non, je les aime profondément. Et j'aime leur âme, et j'aime leur personnalité, j'aime leur
malgré leurs défauts. Tu vois, je les aime pleinement en fait. Et j'ai eu beaucoup de remarques de gens qui me disaient mais comment tu oses, c'est incroyable que tu puisses oser dire à tes amis que tu les aimes. Et c'est vrai qu'autour de moi et ces dernières semaines, j'ai dit à beaucoup de mes amis, et je l'ai dit en face à face et pas que sur Insta, que je les aime, quoi, que c'est des personnes qui sont juste absolument magnifiques, et même des personnes que je connais pas obligatoirement entièrement, j'en sais suffisamment pour savoir que je les aime. Et le fait de leur dire, ça a changé énormément aussi la nature de nos relations. Et je trouve que c'est d'une beauté assez inouïe. C'est trop beau ce que tu partages parce que peut-être que ça te fera écho. Je pense que quand on est plus jeune, dire je t'aime à quelqu'un, c'est un truc de fou malade, quoi. Et je me souviens, mais même peut-être quand j'avais 30 ans, hein, donc tu vois, il y a un peu moins de 10 ans, où dire je t'aime, c'était l'engagement, c'est tu te rends compte ce que ça veut dire, limite ça veut dire tu vas finir ta vie avec, catastrophe, quoi. Et moi, sur toutes ces dernières années, le travail que j'ai fait, c'est de me rendre compte que l'amitié et l'amour, c'est la même chose, c'est de l'amour. Et que par nature, j'allais dire par défaut, mais en fait, par défaut, oui, dans le sens où notre essence est amour. Et donc, par nature, on aime. Et donc, c'est quand même aberrant. Moi, ça m'a fait bugger, surtout que j'aime bien remettre j'aime bien remettre en question des concepts, etc. Et je me dis, mais c'est quand même aberrant qu'on soit en train de se dire, attends, est-ce que tu penses, au bout de 3 semaines, dire je t'aime, c'est un peu trop? Mais vraiment, je me souviens de discussions comme ça, quoi. Et je me dis, mais gars, mais c'est hallucinant. En fait, aujourd'hui, je te rencontre. Moi, je te le dis en face, je t'aime, Seb, en fait, parce que c'est déjà de l'amour, tu vois. Les moments qu'on partage, ils sont d'une extrême qualité que parfois tu ne partages même pas avec des gens que tu connais depuis 10 piges. Et donc, j'ai l'impression que la base de tout, c'est de se déstresser avec l'amour. Alors ça fait complètement écho, tu vois, tu me disais est-ce que ça allait faire écho, ça fait complètement écho, et même c'est marrant, c'est des réflexions que j'ai encore même récemment, tu vois, moi je suis quelqu'un qui dans mes relations amoureuses disait assez peu je t'aime justement, et j'avais tendance plutôt à le sacraliser, tu vois, qu'autre chose, et en fait, alors je sais pas si aujourd'hui ça changerait encore complètement le truc, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui je le dis plus facilement presque à mes amis, et effectivement avec grand plaisir je te dis que je t'aime Fanny, parce que ce qu'on vit est assez fabuleux, et c'est du vrai, c'est très bizarre ce que je dis, mais c'est du vrai amour d'être à être, et du coup qui n'a pas cette connotation, pas en le disant de façon factice, hein, en le disant pour de vrai. Si je trouve que si je vois que son énergie, je vois que c'est une belle personne, qu'on a un bon contact, et lui dire bah tu sais quoi, ouais je t'aime parce que t'es une belle personne, et je le vois, tu vois, j'arrive à voir ton être, je pense que j'aurais plus de facilité presque à le dire comme ça que dans une relation amoureuse avec toute la connotation que ça peut entraîner derrière. Ou alors il faudrait réussir à dire attention, je t'aime, mais là c'est d'une façon pure et c'est pas d'une façon amoureuse. Tu vois, je sais pas comment le dire, ce qui est assez étrange. Mais donc j'en suis encore à ce stade-là, tu vois, de la différenciation entre l'amour que je considère beaucoup plus pur avec mes amis, tu vois, avec toi, avec des gens que je peux rencontrer avec des âmes, qu'un amour amoureux dans une relation qui pour moi est encore un truc un peu différent. Et je sais pas encore vraiment quoi mettre dessus. Ce qui me vient, c'est que au final, peut-être que toi, pour te sentir en sécurité émotionnelle, pour pouvoir le dire à une amoureuse, ce serait de choisir la personne parce que dès le début, c'est son âme que tu aimes, donc c'est une amie avec un accent circonflexe, et donc dès le début, ça a été dit avant même la relation amoureuse, tu vois. Je te le partage parce que moi, ça m'a aidé de faire ça et de me rendre compte que, en fait, qu'on soit ensemble, qu'on soit pas ensemble, qu'on couche ensemble, qu'on couche pas ensemble, qu'on passe la vie ensemble, que ce soit le père de mes enfants ou quoi, ça ne change pas, puisque de base, avant même le contrat amoureux, on va dire, je t'aimais déjà. Je suis assez d'accord avec ça, et je fais une aparté un peu étrange, mais j'ai toujours été subjugué par cette phrase dans le film Avatar, tu vois, la façon dont ils disent bonjour, le I see you, le je te vois, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir les gens pour de vrai, et que au lieu juste de dire un espèce de bonjour à la con et je te regarde à peine, etc., de te regarder vraiment qui tu es, mais pour de vrai, tu vois, ce que t'as en toi, ton âme, etc., c'est ça pour moi le début de l'amour, tu vois. Et les relations, on va dire, plus récentes que j'ai eues, où j'ai eu un début de ça, c'est parce que justement j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, et j'ai vu le joyau, et j'ai vu le diamant, et c'est ça qui rend le truc
extrêmement beau. Alors après, parfois, tu te fais avoir parce que tu voyais le diamant qui est au fond, mais malheureusement, il est terni par plein de démons. Et donc, du coup, tu peux t'en prendre plein la gueule, mais c'est pas très grave. Mais pour moi, c'est ça. Et donc, effectivement, de toute façon, ça ne peut commencer que comme ça. Et après, évoluer sur quelque chose de plus fusionnel, mais pas fusionnel au sens passion ou avec le truc galvaudé, tu vois, mais fusionnel au sens deux qui font un. Alors, je vais essayer d'expliquer ma pensée là-dessus, c'est compliqué. C'est pas 1 plus 1 qui fait, ou dans un couple qui devient 1, parce que pour moi, ça c'est extrêmement nocif. C'est ce 1 plus 1 qui crée quelque chose, un autre 1 supérieur au-dessus, mais sans que ça vienne bouffer les deux autres 1. Et ça, je pense que c'est là où tu atteins effectivement une vraie relation absolument extraordinaire de type amoureuse. Et ouais, moi, ce que je voulais te partager, il y a quelque chose que j'ai vraiment ressenti en moi il y a pas très longtemps. Tu vois, pendant des années, parce que ça fait vraiment très longtemps que je travaille sur cette image de mon partenaire de vie, tu vois. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ma vie. Et j'ai compris il y a très peu de temps qu'il était déjà là. Mais il est déjà là, pas sous la forme d'une personne. Je t'assure que quand je me suis rendu compte de ça, ça a été tellement lumineux en moi parce que vu que rien ne se perd et que tout se transforme, vu qu'il existe déjà dans ma vie, dans le soutien et l'amour que j'ai de la part d'amis, hommes et femmes, bah en fait, d'un coup, il y a plus de... Déjà, je ressentais pas le manque. Je savais qu'il allait être là. Mais je pense que je le futurisais, tu vois. Et là, j'ai pris conscience qu'il était déjà là. Peut-être juste pas dans la forme de mon mental, comme il le voudrait. En plus, avec tout le romantisme que je peux mettre ou la sacralisation de ce partenaire. Et je me dis, mais en fait, il est déjà là. Et d'aborder ta vie, tes relations et tes rencontres en sachant que de toute façon, dans ta vie, t'es déjà comblé comme si t'avais un partenaire, ça change tout dans les relations. Je voulais te partager ça. C'est vraiment très récent chez moi, là. Alors, je vais te partager un autre truc qui va te surprendre. Quand tu racontes ça, t'es incroyablement belle. C'est hallucinant le truc que tu dégages quand tu racontes ça. T'as une espèce de plénitude quand tu racontes ça qui est assez fabuleuse. Donc ça, c'est le premier sujet. Et ouais, ça fait... Alors, c'est marrant, je veux dire, j'en suis pas encore là, mais je suis un peu dans cette phase-là. Alors, moins concret parce que... Alors moi, j'ai pas fait ces trucs d'essayer de matérialiser ou de visualiser quelle pourrait être ma partenaire idéale. Surtout que je crois que je me suis pas mal planté là-dessus dans le passé, donc je préfère. Maintenant, je me dis ouh là. Voilà, pas ça. Ouais. Mais donc ouais, un peu compliqué. Mais par contre, j'ai ce truc aujourd'hui de et c'est un contraste étrange parce que je me suis toujours considéré comme assez solitaire et presque assez peu entouré. Et je m'aperçois aujourd'hui dans mon quotidien, mais à quel point je suis entouré, mais de façon incroyable, et à quel point je suis entouré d'âmes absolument magnifiques. Et chacun de mes amis, et je vais les appeler. Avant, je n'appelais même pas ça des amis parce que je considérais que j'avais pas beaucoup d'amis et tout. Mais franchement, ouais, ça ne peut être que des amis parce que c'est des gens que j'aime, parce que je sais que c'est des gens qui m'aiment. Et donc du coup, je suis extrêmement entouré. Ce qui est une vraie révélation. Et du coup, j'ai ce truc de ça suffit, au sens que ça me suffit déjà pour être pleinement moi et en accord avec l'estime que j'ai de moi, etc., tous ces trucs-là, et que j'y trouve un amour, comme tu dis, un peu splitté parmi eux, qui est déjà mais incroyable. Et j'en suis même à me poser la question, parce que alors, tu vois, quand tu me demandais au tout début qui j'étais, donc moi, une des réponses, c'est que je suis quelqu'un qui est dans le partage énormément, qui est dans la connexion à l'autre, etc., etc. Et je pense qu'une de mes missions de vie, c'est de connecter les gens, de me connecter à eux, mais aussi de les connecter ensemble. Et je me pose même parfois la question, mais est-ce que du coup, il y a de la place pour une seule personne? Tu vois, parce que comme j'ai cette chance et cette bénédiction d'être entouré par plein d'âmes fantastiques, est-ce que une âme pourrait avoir une position privilégiée par rapport aux autres? J'en sais rien. Ça me fait un peu peur parfois parce que je me dis merde, j'ai pas non plus envie de tu vois de ne plus vivre ça et j'ai pas envie d'avoir j'allais dire une vie de solitaire, mais ce qui est pas vrai du tout, à quel point je suis entouré. Donc tu vois, donc je suis encore dans cette espèce de bug où j'ai pas encore complètement la clé du truc, mais en tout cas ton partage fait vraiment écho à cette révélation, je vais dire ça comme ça, que j'ai eu de mais waouh, j'ai déjà tellement d'amour autour de moi, mais c'est un truc de malade mental en fait.
Ah, c'est trop beau. Et tu vois, tout à l'heure, il y avait des choses qui me venaient. C'est trop marrant parce que t'as monté un business qui connecte les gens, clairement, qui connecte à travers un repas ou un café. Donc, le partage, donc on est complètement alignés. Et puis, il y avait ce mot, il y a deux mots qui sont venus, repère et place. Alors, repère, je l'ai entendu à deux titres. Placer des repères, donc tracer son chemin, mais repère, reparenter, la relation au père. Ça, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure, donc je voudrais te le partager. Et la notion de place, c'est aussi, enfin, tu vois, c'est comme, enfin, Mapster pour moi, c'est un peu aussi comme une marketplace. Enfin, je sais pas. Du coup, il y a des places, il y a des lieux, quoi. Il y a prendre sa place, c'est prendre de l'espace, c'est créer sa micro communauté dans une communauté, c'est connecter et tout. Et comment est-ce que je prends ma place au sein d'une communauté, au sein de concurrents, au sein de plein de choses, quoi. Donc voilà, place et repères. Comment ça résonne en toi et qu'est-ce que ça vient te dire? Bah déjà, je rebondis sur le premier truc, sur le côté connexion, parce que c'est pas quelque chose que j'avais conscientisé avant il y a très peu de temps. Et pour moi, si tu veux, moi, mon aventure entrepreneuriale, elle a été faite un peu, je veux dire, par hasard, mais tu vois, ça m'est tombé dessus, j'ai eu cette envie, j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse, mais je l'ai pas conscientisé en disant, je suis là pour connecter les gens entre eux, tu vois, ou avec des lieux et tout ça. C'est juste que j'avais ce besoin et je trouvais que ce besoin était sain, parce que j'avais bien conscience quand même que il fallait qu'on ait un petit coup de main pour nous aider à explorer le monde, à même le monde autour de soi dans les 100 mètres, hein, mais d'aller dans un lieu un petit peu différent, d'aller rencontrer des gens un petit peu différents. Donc c'était un embryon, tu vois, de conscience de ce truc-là. Et c'est très récemment, quand j'ai commencé à raconter justement cette découverte de qui j'étais par la force du partage, de la connexion, que j'ai des personnes, des amis de mon entourage, une en particulier qui m'a dit mais de toute façon c'est normal, regarde, t'as créé une appli qui connecte. Et j'étais là, what? Et, ah bah oui, c'est vrai. Et en fait je l'avais jamais, tu vois, j'en avais jamais eu conscience, même si j'en avais l'envie finalement. C'était pas conscientisé, donc maintenant j'ai pris conscience de ça et effectivement, tout mon job c'est de connecter des gens avec le monde et de connecter les gens entre eux. Et c'est pour ça aussi que je dis souvent que moi mon job c'est que les gens ils soient pas sur leur téléphone, mais qu'ils soient dans leur vraie vie, parce que c'est comme dans la vraie vie que se passe la connexion. Donc ça c'est très très fort pour moi, et donc effectivement ce truc de prendre ta place au sens que il y a une place inouïe dans le monde. En fait, il y a la place pour tout le monde de façon très très large. Le monde, il est gigantesque, et ça rejoint cette notion de liberté dont on parlait tout à l'heure. Si tu te contentes de la petite place dans laquelle on t'a mise, parce que très souvent c'est pas toi qui t'es mis dans cette place-là, sans te remettre en cause, sans oser aller chercher un peu ta place, c'est vachement dommage. Et que si tu peux juste sortir un peu de ton jardin, de ta rue, de ta ville, de ton pays, au sens figuré bien sûr aussi, enfin surtout même, bah c'est là où tu vas trouver vraiment ta place et qui tu es. Et ça, pour moi, je pense que c'est une vraie mission de vie pour moi, d'aider les gens aujourd'hui via mon app, peut-être via une autre app dans le futur ou via un autre projet, et en tout cas dans mes relations humaines aujourd'hui, si je peux aider les gens à trouver leur place et à assumer leur place et leur envie de place, pour moi il est assez fondamental. Le côté repère va être plus compliqué à rebondir, déjà parce que moi je suis pas père, même si j'aimerais, mais la notion de père, pour moi, elle est très complexe, parce que comment je vais essayer pour ne pas partir dans le mystique complet et pas partir en live complet. Mais non, mais tu vois, un père génétique, c'est évidemment très fort. Le rôle, il est ultra important. Il va y avoir tout ce côté apprentissage, conditionnement aussi, avec les bons et les mauvais côtés. Mais en fait, c'est rien du tout. Ce n'est qu'un porteur, je vais dire des mots un peu étranges, parce que le vrai père, mère, enfin, la vraie source, c'est la vie, c'est l'univers qui nous fait, et c'est pas des parents biologiques, et que du coup, ce n'est qu'un passager d'un savoir qui est malheureusement très souvent incomplet, parce que on a tous un savoir incomplet, donc on peut pas passer à autre chose que ce qu'on a. Donc ce rôle du père, c'est un rôle de, comment je pourrais dire, abîmer le moins possible la vie, et être sûr de donner les éléments
le terreau qui va permettre à la vie de s'exprimer encore un peu plus. Et du coup, encore une fois, moi je suis pas père, c'est peut-être ça ce que j'essaie de faire dans mes relations, justement, en étant sûr que les gens autour de moi, ils sont conscients qu'ils sont vivants, mais au sens que ce qu'ils ont en eux, c'est bien plus ce que la génétique leur a donné, ou que l'école, ou que ceci, et qu'ils ont toute la vie en eux, qui a un pouvoir et une force extraordinaire. Et mon rôle, c'est peut-être juste de leur ouvrir les yeux en leur disant bah vas-y, approprie-toi ta vie, vas-y et exprime-la parce que tu vas voir qu'elle est assez dingue. Donc c'est peut-être un rôle de père dans ma définition de père que je fais avec eux. Waouh, merveilleux. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder? Là, on va dire, j'aime bien dire, c'est la libre antenne. C'est le moment où si tu te sens complet, tu te sens complet, mais s'il y a quelque chose que tu aimerais partager, quelque chose qui est vivant actuellement là pour toi, que tu aimerais qu'on échange dessus, eh ben, c'est ton moment. Waouh, tu me prends un peu au dépourvu. Non, le seul truc que j'aurais envie de dire éventuellement, c'est de revenir sur la toute première question que tu m'as posée. Tu vois, comment je me sens, et que je te disais très très bien. Et je sais que c'est une réponse qui fait peur à beaucoup de gens. Il y a des gens qui comprennent pas, tu vois, même dans des gens, tu vois, qui m'envoient un message, un SMS au la fête, ou tu vois, ils s'attendent à ce qu'il y ait un truc un peu concret de t'as eu une réussite, t'as gagné beaucoup d'argent, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes très bien, quoi. Et en fait, non. Et moi, c'est un peu mon message du moment, tu vois, de dire que franchement, j'ai que des emmerdes. Ma vie en ce moment, c'est genre épouvantable d'un point de vue physique, j'allais dire. Tu vois, entre le matériel, le côté amoureux, le machin, enfin voilà, tous ces trucs-là, c'est un espèce d'énorme bordel. Mais qu'est-ce que j'ai jamais été aussi heureux, juste parce que j'ouvre les yeux sur ce que la vie m'offre, sur la beauté des relations humaines, même s'il y en a plein qui sont moches, n'empêche que putain qu'est-ce que c'est beau. Et tu vois ce qu'on vit là, c'est juste un moment que je trouve extraordinaire, que je trouve magnifique, et limite ma seule frustration, c'est de se dire mais comment je fais pour exprimer cet amour, pour le partager, tu vois, et tu dis parce que effectivement tu peux pas te retourner même si en l'occurrence je le fais de plus en plus, tu vois, tu te retournes, t'es en train de prendre un verre ou un café avec quelqu'un, et tu passes un bon moment et tu lui dis bah tu sais quoi, je veux juste te dire que je t'aime. C'est un truc de ouf, tu vois, et donc de s'affranchir de tous ces trucs tu vois, moi dans mon entourage des gens ils ont du mal avec le toucher. Tu vois, et parce que je sais pas le physique, et de me dire tu sais quoi, vas-y donne ta main, et de se dire bah voilà, on transmet quelque chose, tu vois, et il y a un vrai truc, et c'est pas je te touche en mode anodin, non, c'est je te touche pour de vrai, une vraie présence. Putain, c'est un truc de ouf, quoi. Et donc allez-y, tu vois, j'allais dire putain touchez-vous les gars, quoi, mais c'est un peu ça, c'est on n'a qu'une vie, il serait temps d'avouer qu'on aime, et qu'on aime aimer, et que ça a un pouvoir sur l'autre et sur toute notre vie qui est extraordinaire. Merci. Et du coup, dernière question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens là maintenant, qu'on a parlé une petite heure à peu près, je pense. Comment c'est dans ton corps, dans ton esprit, comment tu te sens? Rempli d'amour, tout simplement, et léger et lumineux, et c'est une sensation extraordinaire. Merci.